Alors les grandes différences cliniques avec le harcelé, entre le harceleur et le harcelé, évidemment ce sont des grands traits, hein. Il y a des spécificités quand on décline ça dans la clinique de tous les jours, mais déjà ce sont des grands traits qui permettent de balayer un peu les choses. Les grandes différences cliniques, c'est la modération des propos des harcelés. Ils ne sont en général pas vindicatifs, pas véhéments, etc. Ça, ce sont des propos qu'on retrouve plutôt chez des harceleurs qui se font passer pour harcelés. Donc il y a un effondrement chez le harcelé avec une honte du récit, une grande difficulté à exprimer ce qui s'est passé, une introjection de la pulsion de destruction, un retournement des valeurs, une perte de sens. La personne, elle ne sait plus où elle habite, hein, vraiment psychiquement parlant, elle ne sait plus. Et le harcelé veut éventuellement se venger, ça peut être des choses qui sont dites, mais il n'y a que très rarement des passages à l'acte. Donc ça aussi c'est important d'entendre que il peut y avoir un discours de vengeance, mais guère de passage à l'acte. Alors les conséquences cliniques graves du harcèlement, alors heureusement ça n'est pas tout le temps, mais c'est en fonction de l'intensité, de la durée, de la répétition du harcèlement et de la gravité des agressions. Il peut y avoir, donc ça peut aboutir jusqu'à des troubles de la personnalité multiples, des troubles dissociatifs de l'identité et jusqu'à des épisodes de décompensation délirante. Alors, j'ai travaillé en maltraitance infantile aussi, avant d'être dans la psychose adulte, et les enfants qu'on peut mettre en présence de leur harceleur, par exemple, j'ai le souvenir d'un petit garçon qui avait été harcelé physiquement, sexuellement, psychologiquement par sa mère. Dès qu'il entendait parler de sa mère, il commençait à avoir des bouffées délirantes, alors que par ailleurs, c'était un petit garçon qui commençait à se structurer dans une famille d'accueil qui n'avait plus ces bouffées délirantes. Donc c'est une hypothèse que le délire peut être aussi à un moment donné une échappée hors du réel qui permet d'éviter de se représenter ce qui est insupportable. Surtout sur un psychisme pas encore très développé comme peut être celui d'un enfant. Alors évidemment, ces méthodes pour faire décompenser, il faudrait absolument au niveau de la société qu'on intervienne avant. Ça n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est un idéal qu'on peut se poser. Alors, je crois qu'il faut vraiment comprendre le harcèlement comme un recours défensif du harceleur pour garder le contrôle qu'il n'a évidemment pas le sentiment d'avoir, et notamment le contrôle des sentiments de l'autre à son égard. Et les harceleurs se protègent énormément de l'émotivité, de l'affectivité, de tout ça, c'est trop dangereux. Il y a trop de connexions. Lutter contre l'angoisse de mort qui est très forte chez les harceleurs, sauvegarder le sentiment d'exister, même si c'est dans le regard terrorisé de l'autre. J'existe parce que je terrorise l'autre, en fait. C'est un petit peu ce qui se passe pour les harceleurs. Et il y a la question plus générale de l'emprise. Alors, dans ma clinique, en tout cas, parce que j'ai eu aussi des harceleurs, ex-harceleurs en consultation, ces personnes-là, alors il faut un grain de sable dans le système pour qu'ils arrivent en consultation, ce n'est pas automatique, mais ces personnes-là, en réalité, sont toujours dans leur histoire infantile, ont toujours extrêmement été attaquées, et finalement, c'est une façon de conserver un équilibre psychologique, de harceler l'autre, et aussi de se protéger, du coup, de la décompensation délirante. Donc, on va aller chercher chez l'autre de quoi s'équilibrer. Évidemment, c'est tout à fait destructeur pour tout le monde. Alors, la thérapie des harcelés, je pense que c'est important, vous le savez déjà, mais c'est important de le rappeler, d'écouter sans juger. C'est valable aussi pour les personnes qui peuvent entendre des récits de harcèlement. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il faut être dans une écoute qualitative, mais éviter de juger très rapidement, d'autant que et le harcelé et le harceleur vont être extrêmement sensibles au jugement. Donc si on ressent le moindre jugement, ça sera ressenti. Donc il faut être très très attentif à ça. En revanche, la thérapie des harcelés, il me semble que ce n'est pas une thérapie comme une autre, c'est une thérapie où le thérapeute s'engage. Et il s'engage pour rappeler les lois de l'humanité. Les lois de l'humanité, c'est on doit être respecté dans sa dignité, par exemple. Et c'est important de rappeler les règles, en fait, du vivre ensemble à la personne qui a été harcelée, qui ne sait plus, en fait, où sont ses règles, puisqu'elle a été attaquée là-dedans et que le groupe a laissé faire. Donc, rappeler aussi les droits de l'homme, des fois, ça peut être important, même pour soi-même, de se replonger dans les grands textes universels qui permettent de se repositionner par rapport à ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable.
Il faut faire attention aussi, et on peut avoir vite fait l'intérêt pour cela, attention à l'enquête, c'est-à-dire que quelque part on aimerait bien savoir si ça s'est passé, si ça s'est pas passé, comment, etc. Dans la thérapie, justement, on n'est pas juge, donc justement, la question, ça n'est pas d'enquêter, et attention aussi au pronostic. Pronostiquer, mais vous allez pas vous en sortir, etc. Et alors, de façon plus générale, je dis attention au voyeurisme, c'est un terme assez rapidement dit, mais le voyeurisme, c'est la tentation de vouloir en savoir un peu plus, d'aller poser trop de questions harcelées. Il faut faire très très attention au sentiment d'intrusion pour les personnes harcelées parce qu'elles ont été intrusées énormément, elles ont été violées finalement psychologiquement, donc il faut faire attention à respecter aussi si la personne n'a pas envie de parler de ce qu'elle a vécu. En tout cas, pas encore envie de parler. Alors, sur les thérapies cliniques, ce qui est important, c'est de mettre des mots, d'aider la personne du moins à trouver les mots de ce qu'elle a vécu. Et pour ça, il peut être important de nommer le harcèlement et de donner les outils intellectuels de comprendre. C'est-à-dire que peut-être que la personne, elle les connaissait avant d'être harcelée, mais du fait qu'elle a été harcelée, tout est rendu confus. Donc il faut réexpliquer les choses et prendre le temps d'expliquer ce qui se passe, alors que peut-être avec d'autres patients, on ne l'aurait pas fait dans d'autres situations. Alors il faut aussi l'aider, j'ai nommé ça comme ça, à conjurer les fantômes. C'est-à-dire que dans la thérapie, on est trois en fait. Il y a le thérapeute, le patient et le harceleur qui se balade et qui vient réprimer la parole au harcelé, qui vient lui dire que ça, il n'a pas le droit de s'en sortir, etc. Donc ce fantôme-là, il plane. Et c'est pour ça qu'il est très important, comme ce sont des vécus de terreur psychologique, que le thérapeute, dans cette question, ne soit pas neutre, mais soit du côté de la victime. Mais j'entends aussi du côté de la victime, chez le harceleur qui aussi a un vécu de victime avant, donc quand il le prend en charge. Ça, je vais en parler tout à l'heure. En tout cas, là, on parle des harcelés, qu'ils se mettent clairement du côté de la victime en lui disant clairement ce qu'il a vécu, c'est inacceptable, etc. Il faut aussi aider la personne à faire des liens avec son histoire infantile. J'entends par là que le harcèlement ne vise jamais la personne au hasard, c'est-à-dire le harceleur vise les fragilités de la personne. Donc pourquoi est-ce qu'à cet endroit, peut-être que s'il avait harcelé une autre personne, il aurait visé autre chose. Pourquoi cet endroit est fragile ? Et donc essayer d'avancer ça, comme ça, la prochaine fois, si un prochain harceleur essaye d'attaquer à cet endroit, il n'y arrivera pas. Il faut aussi aider au travail de mémorisation, d'historicisation, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, le temps est attaqué, il faut essayer d'aider la personne, en tout cas à reconstituer l'histoire de tout ce qui s'est passé et d'arriver à bien mettre tout ça à distance. Respecter le besoin d'intimité dans l'entretien, donc là encore, ne pas exiger que la personne parle. Si elle n'a pas envie de parler, elle parlera au moment où elle a envie de parler. Il faut aussi aider à comprendre ce que la personne rejoue affectivement dans la situation, pourquoi elle a été dans cette situation, pourquoi elle y est restée, parce que dans les mêmes situations, il y a des personnes qui partent alors qu'elles ont des moyens encore moindres que celles qui restent. Alors pourquoi celles qui sont restées pourquoi elles ont eu cette empathie, etc. etc. C'est important de refaire des liens avec ça. Et également, la base, c'est la compréhension et la compassion pour son patient. Mais ça, il me semble que c'est une déontologie, évidemment, qui fonde le métier de thérapeute. Alors, pour la prise en charge thérapeutique des harceleurs, personnellement, je pense que c'est possible qu'un harceleur sorte de processus de harcèlement. J'ai eu des personnes en clinique qui ont enfin pris conscience de ce qu'elles avaient mis en place, etc. etc. Donc, si on condamne trop rapidement, on condamne aussi en fait à ce que ça se reproduise, puisque les personnes, on ne leur donne pas non plus la chance de se sortir de là où elles sont, parce que malgré tout, entre nous, on peut se dire que si on a besoin de harceler, on est quand même terriblement mal dans sa peau, et terriblement angoissé, et que ça n'est pas ce qu'on souhaite non plus à la personne, d'avoir un mode relationnel qui est un mode relationnel de domination, incapable de partage, d'épanouissement mutuel, etc. Alors, ça c'est une première chose. Pour les délires, je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est important de distinguer le délire paranoïde de la schizophrénie et le délire paranoïaque de la paranoïa. Et le délire paranoïaque est très très difficile à distinguer.
Alors pour la prise en charge thérapeutique des harceleurs, ce qui est difficile, c'est la question de la demande. Parce que le harceleur, pour qui le système défensif marche très bien, il n'a pas de demande. Lui, il va très bien. Ce sont les autres qui vont très mal. Donc là, évidemment, on ne peut rien faire. Tant que, mais ça arrive, dans la vie du harceleur, il n'y a pas eu un événement qui fragilise un petit peu tout ça, qui peut être un événement de vie grave et qui du coup fait entrer, fait un petit peu, si vous voulez, basculer le système de défense en dépression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne marche plus trop, ce système de défense-là. Tac, ça bascule un petit peu en dépression et là, on peut commencer à faire quelque chose et à travailler ensemble. Sachant que aussi, comme vous voyez, c'est un système de construction psychologique très fragile et en même temps très fort, mais qui en tout cas indique que la personne elle est très vulnérable au niveau psychologique, la personne harceleuse. Elle sait qu'en allant en thérapie aussi, c'est pour ça que c'est très difficile la remise en question et qu'en général elle ne la fait pas, elle va mettre en danger cette espèce d'équilibre très précaire qu'elle a essayé de trouver. Et donc, en tout cas, moi, les patients qui ont harcelé sans même s'en rendre compte, il faut être très clair, ces personnes-là ont ensuite, dans la thérapie, eu un énorme courage par rapport à ce sentiment de déconstruction psychologique. Donc, je crois que tout n'est pas perdu. Ce qui est très difficile, en revanche, dans la thérapie des harceleurs, souvent, c'est qu'au début, le lien, il est absolument, ce n'est pas un lien de confiance, c'est un lien de méfiance, avec une angoisse d'être manipulé, violé, intrusé par son thérapeute. Donc c'est très compliqué. Donc derrière tout ça, il faut entendre la souffrance et les défenses psychologiques. Et souvent, les harceleurs sont des personnes qui vont attaquer le cadre thérapeutique et tester en fait le thérapeute. Est-ce qu'il tient dans son cadre ou donc est-ce qu'il va être capable de me protéger en réalité, hein, ou pas? Ou est-ce que je peux l'emmener, le manipuler, le balader, voilà. Et ce qui est enfin important, c'est de travailler sur les raisons et les émotions qui ont poussé à harceler pour le harceleur. Alors, le thérapeute, dans tout ça, il doit avoir une fonction que moi j'appelle tierce, c'est-à-dire permettre de travailler la distance avec ce qui s'est passé, que ce soit pour le harceleur, le harcelé. Évidemment, quand je parle de cadre, il est impensable pour un thérapeute d'avoir en même temps la personne harcelée et puis l'heure d'après la personne harceleuse. Hein. Soit on prend la relation, soit on renvoie évidemment l'autre partie de la relation sur un autre thérapeute. Parce que ce qui est très important, c'est d'assurer un cadre qui protège. Alors, dans la fonction du thérapeute, en tout cas, ce qui marche beaucoup, c'est d'essayer de travailler sur l'imaginaire. À quoi ça vous fait penser? Et puis les images, les cauchemars, etc. Mais toute la notion d'imaginaire. Et si vous imaginiez ce qui pourrait vous arriver encore de pire avec le harceleur. Alors là, la personne, elle va donner beaucoup. Et puis également, on peut passer par des matériaux artistiques si la personne a beaucoup de mal à s'exprimer dans le langage. Donc, travailler aussi sur la distanciation, la capacité à mettre à distance, et la déprise, c'est-à-dire la sortie d'emprise. Hein. Donc, avec les enfants, on peut faire aussi de la symbolisation artistique et ludique, beaucoup par le jeu, du travail par le jeu de ce qui se passe, hein, et qui permet aussi de mettre à distance. C'est pas toujours possible au début parce que la personne est trop collée, mais petit à petit, on peut le mettre en place. Donc, je l'ai dit, un respect du cadre qui offre un espace sécurisé et constant, qui résiste aux attaques. Je prends un exemple. J'ai suivi un enfant qui avait été terriblement harcelé. Et alors à chaque fois, il venait dans mon cabinet, il jetait tout, il cassait tout. Alors, soit on le laisse casser, c'est-à-dire que donc on lui dit que c'est finalement ce qu'il fait, ce qu'il a subi, il a le droit de le faire, et donc c'est normal. Soit on lui dit que non, il va falloir qu'il répare ce qu'il a cassé. Donc c'était très difficile, mais c'est ça un cadre qui protège, hein, c'est de ne pas laisser tout faire. Donc le thérapeute, c'est un protecteur psychique et un soutien moral. Attention à l'emprise aussi du thérapeute. Alors l'emprise, malgré nous, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui nous entraînent aussi dans quelque chose où eh bien, ils nous énervent, on ne peut plus les supporter parce qu'ils appellent 15 fois pour annuler un rendez-vous, modifier, etc. Et ce sont des choses de reproduction, il faut faire attention à bien garder toujours sa place. Ne pas confondre non plus aide et réparation. Il y a souvent, non, ça peut arriver
qu'on s'identifie trop à la personne et que du coup, on ne garde plus sa place. Et ce sont des choses très difficiles dans le harcèlement, c'est très insidieux aussi avec des cas de harcèlement. Également, redonner cohérence à la parole, c'est-à-dire le cadre, les règles qui sont posées, elles seront respectées. La cohérence entre ce qu'on peut dire une fois et ce qu'on peut dire la 10e séance après, c'est important. Aussi une bonne distance affective, dépassionner les identifications et, je l'ai déjà dit, le prendre parti pour la victime, le harcelé actuel, le harcelé à l'intérieur du harceleur, mais le harcelé ancien, etc. Alors, peut-être en conclusion, j'aimerais bien dire qu'il est très difficile de regarder la réalité en face, mais vous témoignez aussi que la réalité dépasse toujours la fiction. Je n'ai peut-être pas le temps maintenant d'aborder des cas complètement fous que je peux voir lors des diagnostics que je fais en entreprise, mais ça vaut le... Je peux faire après plusieurs séries romanesques, ça sera bien vendu à mon avis. C'est absolument terrifiant. Et donc on n'est jamais... on est toujours trop dans le déni finalement, et toujours dans la... Mais quand même, c'est pas possible que ça se passe. Mais des fois, il y a des choses absolument ahurissantes qui se passent. Et maintenant, souvent, ce que l'on voit en France en tout cas, c'est une utilisation de l'accusation de harcèlement pour licencier des gens en disant oui mais lui il a harcelé sa collègue, ce qui est absolument pas vrai, mais on utilise ça et on dit ah ben oui mais on n'avait pas d'autre solution. Donc c'est quelque chose, c'est le serpent qui se mord la queue. Finalement, la personne harcelée est accusée elle-même d'harceler une autre personne, ce qui lui justifie d'être licenciée. Donc, on est dans des situations complètement folles. Alors, dans le cadre du harcèlement, il y a une forte responsabilité, à mon sens, du corps médical et psychologique, parce que nous sommes investis dans nos professions de figures, finalement, qui sont sachantes. Hein, on sait, enfin, en tout cas, les gens nous investissent comme ça, comme des figures d'autorité qui sont supposées savoir des choses. Donc,